Bonjour. Synergie entre la musique des mots, poésie des sons agencés, transharmonique jardin vibratoire des images captées, couleur accord, mélodie ligne, texture surgit du silence fertile. N'est-ce pas là les insignes d'un langage destiné à retrouver les possibles d'une vie nouvelle? Nous avons le plaisir d'accueillir pour une deuxième fois Anatoly Orlovski, poète et musicien. La musique d'Anatoly a été jouée dans des concerts à guichets fermés par des interprètes de renommée internationale. Depuis 2014, Anatoly publie sa poésie dans des revues littéraires, dont la revue Possible, dont nous allons parler dans cet épisode des dernières thématiques. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Anatoly, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir une deuxième fois chez Art et Lettres pour parler non seulement de la revue Possible, mais de vos nouveautés. Donc, à rappeler aussi que vous êtes non seulement dans la poésie, que vous faites partie de ceux qui dirigent la revue Possible, vous êtes coordonnateur, mais vous écrivez aussi de la poésie et vous êtes musicien. Oui. Vous êtes musicien, donc pianiste. Et bon, on va parler dans un premier temps de vos nouveautés de manière personnelle. Avant de parler de votre engagement dans la revue Possible et des numéros qui sont apparus, dont j'ai quelques exemplaires, qu'en est-il pour la poésie? Parlez-nous de vos nouveautés en poésie ou peut-être en musique. Oui, j'ai un recueil en préparation que je suis en train de structurer. Alors, les poèmes sont déjà choisis et je vais les soumettre à différentes maisons d'édition, certainement d'ici le printemps 2020. Donc, c'est mon principal projet de création littéraire actuellement. Et je travaille aussi sur un opéra de chambre. Un opéra de chambre, d'accord? Oui, que j'ai commencé il y a quelques années et il y a déjà certaines pièces qui font partie de l'opéra qui ont été données en concert. Donc, il s'agit de le parachever. Et c'est un opéra de chambre parce que je ne dispose pas de grands moyens, ou aussi parce que ça correspond à une esthétique d'intensité lyrique, en fait, qui se prête bien à la concentration et à la distillation de la matière et la réduction des effectifs. Alors, il y a 2 chanteuses et quelques instruments. Vous êtes le pianiste principal de cet opéra? En fait, il n'y aura pas de piano. Il y aura un clavecin. Je joue du clavecin. Clavecin, d'accord. Oui. Mais en parallèle, je travaille sur une commande. En fait, ce sont des préludes pour piano, pour un pianiste qui est aussi compositeur, qui s'appelle Philippe Prudhomme. Et il a fait beaucoup de concerts en Europe notamment, en France et dans d'autres pays, en Hollande, etc. Alors, et puis, il y a votre engagement dans la revue Possible. Bien sûr, je vais juste montrer les... Ça, c'est les dernières parutions. Et puis, il y a celui-là aussi, qui est l'avant-dernier, l'interculturalisme, avant celui qui s'en vient prochainement. La revue Possible, on va juste rafraîchir la mémoire. Voulez-vous nous en parler? Oui, c'est une revue qui a été fondée en 1976, à la fois par des sociologues comme Marcel Rioux et par des poètes. Gaston Miron, Gilles Henault étaient sur les membres fondateurs de la revue, et aussi Gérald Godin, qui était à la fois poète et membre du Parti québécois, bien sûr. Alors, depuis ses origines, c'est une revue à double vocation, sociopolitique et poétique. D'accord. Donc, sociopolitique et politique, fondée par des poètes, hein? Oui, fondée par... des poètes engagés. Oui, des poètes engagés comme Gérald Godin, comme Gaston Miron. Grand nom, oui. Oui. Et ensuite, la revue a pris un tournant plutôt universitaire, sciences politiques, sociologie. Et
mon mandat principal, quand je suis devenu responsable de poésie, ce qu'on appelle les sections de poésie création, parce qu'il y a aussi de l'art visuel et Oui. parfois même de la musique, mais c'était de redonner à la poésie la part équitable Oui. qu'elle avait à la fondation Oui. de la revue. Et je crois que ça a été un succès puisque on vend tous nos exemplaires au lancement. Oui. Donc c'était le cas du dernier numéro, de l'avant-dernier. Le numéro sur la musique a été réimprimé au moins 3 fois. Et on ouvre on ouvre les pages de la revue à la communauté de poètes et de créateurs, surtout d'ici, mais également, et je vais en parler dans le contexte du numéro sur la décolonialité, également aux poètes internationaux et à différentes générations. Donc, par exemple, dans le numéro sur l'interculturalisme, on a publié Denise Deshôtels, Jean Désy, en fait. Il y a des noms donc de renommée. Je veux juste rappeler que la revue Possible, donc, elle est caractérisée, donc, comme vous venez de le dire, hein, par la diversité des genres aussi. Et puis, il y a une prise de parole par la diversité venant d'une revue qui a été fondée par les plus grands penseurs du Québec, on peut le dire comme ça, Oui, absolument. et qui dure depuis plus de 40 années. Et je pense que c'est un mandat tout à l'honneur de ceux qui l'ont forgé, qui continuent d'y travailler. Mais pourquoi avoir migré vers l'université? Est-ce pour élargir justement les horizons? Quand je suis entré à la revue Possible, il était déjà affilié à l'Université de Montréal. Okay. Je pense c'est parce que la revue a été fondée dans un cours de sociologie en, fait, en 1976 par Marcel Rioux à l'Université de Montréal. Donc il y a une affiliation qui date des premières années. D'accord. En même temps, on a publié un numéro, bien c'était il y a quelques années, mais relativement récent quand même, sur les nouvelles mouvances autochtones. Donc je sais qu'il y a une belle tendance aussi pour le communautaire. Pour le communautaire, on va rebondir sur ça, on va le faire après la pause. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invité Anatoly Orlovsky. On parlait justement de cette vocation communautaire et cet intérêt porté aussi vers les communautés autochtones amérindiennes. Oui. Oui. Même dans le numéro du 5 décembre sur la décolonialité, il y a des auteurs autochtones. Donc, certains sont connus depuis longtemps, comme Joséphine Bacon. Très bien. Alors, il y a un poème bilingue en inuit et français. D'accord, on va parler de ça plus en détail, mais si vous permettez, Anatoly, parlons de chaque exemplaire, par exemple ce que j'ai ici. Celui-là, Musique et art pour résister à la déshumanisation, une thématique très d'actualité. Voulez-vous nous en dire plus à propos de ce numéro? Oui, l'intention était de présenter un état de lieu de la musique contemporaine, un sujet qui me passionne parce que je suis moi-même compositeur de musique classique contemporaine, mais aussi de mettre en évidence la part essentielle de la musique et de l'art en général dans les projets d'émancipation, les divers projets d'émancipation, qu'ils soient politiques ou plus intimes et personnels, de bien faire ressortir la nécessité de la musique et des autres arts. Ce n'est pas un luxe comme on le croit souvent dans une optique plus commerciale ou mercantile. Donc, l'intention de ce numéro-là était de
de faire une cartographie de la musique, ses divers styles à travers le monde. Donc pas seulement la musique qu'on appelle classique dans ses formes de recherche contemporaine, mais aussi des musiques plus traditionnelles comme celle des griots africains. D'accord, un peu plus universel. Plus universelle. Et aussi de faire, de rendre évident la manière dont, par exemple, dans les manifestations, comme celle de 2011-2012, la musique joue un rôle essentiel. Puis vous y accompagnez les textes aussi par des extraits de musique, on dirait, que vous citez, ce qui est beau côté fusion aussi entre le texte et le son. Oui, c'était la particularité de cette revue-là. Exactement. Par exemple, vous avez aussi un article de critique littéraire qui est paru dans cette revue sur une poète roumaine contemporaine, mais avec des associations et des réflexions proches de la musique. Alors, j'ai composé comme on peut dire une trame sonore virtuelle via des hyperliens, mais axée sur la musique contemporaine, à la fois dans ses formes les plus expérimentales, atonales ou électroniques, que dans son volet spirituel, minimaliste, post-minimaliste. Donc, si on écoute ce trame sonore, on plonge vraiment dans les différents aspects de la création musicale entre les années 80 et les années 2010. Donc, c'était ça la finalité. Puis, il y a celui-là, parmi les parutions, l'interculturalisme, une rencontre inachevée. C'est un texte et un sous-titre quand même assez interpellant. Pourquoi une rencontre inachevée, justement? Parce qu'il y a des zones d'ombre, des aveuglements, bien sûr des conflits qui incendient des régions et des lieux névralgiques sur Terre, mais aussi au plus privé, au plus intime. Et on vit en société multiculturelle, alors je pense qu'il faut toujours reconstituer un dialogue, et au-delà du dialogue, une manière d'appréhender l'autre qui n'est ni angélique, ni diabolisante, mais d'égal à égal. Et c'est toujours une œuvre et c'est toujours un work in progress. Exactement. Et puis, justement, l'interculturel, il permet justement de résister à la domination du groupe majoritaire et de provoquer l'altérité entre les deux. Et puis, ça constitue aussi un capital, ça constitue tout simplement une contribution au patrimoine historique de la majorité. Dire qu'il y a des gens donc minoritaires qui s'intéressent à ça. Mais vous, moi, quand je lis ce titre, et puis il y a des textes qui sont très riches ici, est-ce que vous pensez que l'interculturel, il a eu son mot à dire, il a réussi au Québec? C'est une question complexe, dans le sens, je dirais, psychogéologique, psychotopologique, même psychométéorologique, sans parler du social et du spirituel. Pourquoi complexe? Parce que quel temps est-ce qu'il fait dans nos esprits? Quel temps est-ce qu'il fait dans la société? On parle de psychométéorologie. Si on lit les médias, c'est l'orage, c'est les blizzards, les inondations. Sur le terrain, les gens s'entendent et trouvent des modus vivendi. Alors, en termes de psychogéologie, quelles sont les strates qui se déposent, qui se sédimentent dans nos âmes, dans nos esprits? Je pense qu'il y a des flambées d'intolérance partout dans le monde. Le Québec n'y échappe certainement pas. Alors, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, justement, à cause de cette montée du populisme. On va rebondir, si vous le voulez bien. On va le faire après la pause, mesdames et messieurs.
De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres, avec notre invité d'aujourd'hui, Anatoly Orlovski, parlait justement d'interculturalisme et cette montée du populisme très présente. Je vous laisse continuer votre idée. Je pense que c'est à ce niveau, justement, qu'on se rend compte de la nécessité de la poésie et de la création en général. Je me permets de citer un grand poète russe de la fin du XXe siècle, c'est prix Nobel de littérature, Joseph Brodsky. Et il était dissident en Union soviétique, il est émigré aux États-Unis, où il a enseigné les littératures anglaises et américaines qu'il maîtrisait parfaitement. Alors, il a dit que celui ou celle qui a lu Charles Dickens, par exemple, aura plus de difficultés à tirer sur des Américains ou des Anglais. Ce point. Donc, si j'utilise une métaphore géologique, bien, je parlais des sédiments qui s'accumulent au fil des ans. Et c'est tout un travail, et c'est toute une évolution personnelle. Oui, exactement. Et là, on dirait qu'il y a les roches métamorphes qui s'incrustent, qui traversent les sédiments, et les roches métamorphes, c'est du feu pétrifié. Alors, le feu qui brûle les ponts, qui brûle les dépôts, qui lentement, patiemment se sont accumulés et qui se figent, qui se pétrifient. Et finalement, ça produit une bipolarité où l'on oscille entre la pulvérisation et la fulgurance. Très bien. Alors justement, c'est une image, je vous suis, c'est une image quand même assez chaotique de ce qui... Mais je pense que la résistance est là, et on va s'entendre là-dessus. J'aimerais vous faire parler le plus possible. Mais cette fois, on va parler du thème de la postcolonialité et décolonialité, de celui que vous avez lancé donc en décembre 2019. Justement, voulez-vous nous dire un mot et des poètes? Je pense qu'il y avait une multitude de langues aussi, mais voulez-vous nous parler plus de cette thématique postcolonialité et décolonialité qui a été publiée en décembre 2019 avec la revue Possible? Oui, dans un certain sens, c'est la suite du thème de l'interculturalisme, puisque la décolonialité, au-delà de sa portée émancipatoire qui est évidente, cherche aussi à donner la parole à des groupes qui ont traditionnellement été, qui le sont toujours, souvent opprimés, marginalisés, de sorte que ce ne soit pas toujours, si je caricature un peu, que ce ne soit pas toujours les hommes blancs d'ascendance européenne qui ont de bonnes intentions, qui parlent au nom de ceux qui doivent parler normalement. Qui doivent parler normalement. Et ce n'est pas du tout pour éviter réappropriation culturelle, comme on a pu le voir avec Robert Lepage. Ce n'est pas ça l'intention, c'est d'ouvrir le champ du débat et du discours à des modes de pensée, des modes de parole qui peuvent être très différentes, même des discours progressistes de la culture dominante. Et je pense que vous avez réussi le fait par la multiplicité des langues. On a constaté qu'il y a même beaucoup de langues dans la langue arabe. Vous avez publié aussi un auteur arabe, si je ne m'abuse. Oui, Zabour El-Hafed. Zabour El-Hafed, qu'on salue, qui est passé justement. Oui, et aussi une poète juive en yiddish, aussi quelques auteurs amérindiens, dont je parlais tantôt de Joséphine Bacon, mais aussi Tania Tagaq. Tania Tagaq, ok, d'accord. Oui, qui a publié justement
son premier roman, parce qu'il était chanteuse avant, récemment, et il Split Tooth, et il vient d'être traduit en français. C'est le titre de Croque fendue, et il a beaucoup de succès en ce moment. Mais on a reçu l'autorisation de la maison d'édition ontarienne de publier notre traduction inédite en français. Donc, il y a aussi du chinois, de l'italien, du russe, etc. Parfait. Donc, juste avant de vous laisser, parce qu'il reste juste moins de 2 minutes, juste avant de vous laisser lire un texte de votre choix, de l'une des revues que vous allez choisir, nous dire un mot sur celui qui est donc justement parution en printemps 2020. C'est quelle thématique? Oui, c'est la thématique qui reste confirmée, mais probablement la post-croissance. La post-croissance, d'accord? Oui, et il faut aussi signaler que j'ai décidé avec la co-responsable de l'époque, Claudine Vézina, de revenir à la liberté thématique originelle de la section poésie. Alors, dans les premières années, les poètes n'étaient pas tenus à adhérer au sujet, et c'est toujours le cas. Donc, certains écrivent sur le sujet, d'autres s'expriment de manière plus libre. Très bien. Alors, juste pour laisser aussi les lecteurs donc avoir plus d'idées, je vous tends ce livre, donc il reste juste quelques 50 secondes à peu près. Donc, je vous laisse le choix de nous lire une page de votre choix, Anatoly Orlovsky, avec vous, mesdames et messieurs, pour clôturer cette entrevue avec notre invité. C'est à vous. D'accord. Je vais lire un de mes poèmes qui est apparu dans le numéro sur l'interculturalisme, qui est en français, mais avec des incrustations en anglais. Donc, on va le faire vite, si vous permettez. Le titre est une citation d'un poème islandais. Le silence glisse sur 3 cercles autour son propre silence. C'est de Stein Steinhardt, extrait du poème Le temps est l'eau, publié en 1948 en Islande. Et le reste du poème est bien sûr à moi. La nuit t'enterre, pétrie de vent noir. Ta peau, aéromane, terre d'être. Des pluies érodées, radieuses craintes, moonstruck. Tu t'accidentes dans ce corps bathyscaphe, t'arc-boutant, thundering. Tabsou, triple contre la houle ressoudée. Break asunder. Tu te pétriras d'être, matière-temps, tombé en grêle, l'ultime élégie en neiges à redire, bereft of light still, nerfs en liesse. Tu te tarissais à couver les sols chauds, les mutités des parchemins sans monde. Alors, merci beaucoup, Anatoly. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup de votre intérêt continuel, mesdames et messieurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même journée, même heure, jeudi à 15h30 avec un nouvel invité. Portez-vous bien, Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.